Ça marche, Nadine, vous êtes avec nous? Oui, bonjour Jean-François. Bien, allez, on attaque tout de suite, Nadine. Donc, vous êtes au Martinez. Vous êtes quoi? Vous êtes en séminaire? Exactement, avec des partenaires CGPI. Bien, alors on regarde tout de suite, si vous le voulez bien, le tableau des actions. Et lorsqu'on regarde ce tableau, lorsqu'on regarde la dernière colonne et l'avant-dernière colonne, c'est-à-dire le mois de juin depuis le début de l'année, on voit très clairement qu'il y a deux mondes. D'un côté, MSCI World, S&P et Nasdaq en forte progression. L'Europe, la Chine en cata, en tout cas le mois dernier. Pourquoi le monde paraît aussi disloqué ? Le mot à la mode actuellement, c'est polarisation. Polarisation des opinions publiques, polarisation des pays, polarisation géopolitique. On s'aperçoit que, effectivement, les États-Unis ont un énorme avantage, c'est qu'ils bénéficient de sociétés technologiques. Encore une fois, on parle toujours un petit peu des mêmes sujets depuis à peu près 18 mois. Que ferions-nous sans Nvidia, Apple et Microsoft? Et actuellement, le mois de juin était complètement conforme à ce que l'on voit depuis un certain nombre de mois. C'est-à-dire que ce sont ces sociétés-là qui ont fait la performance des marchés américains. Ils sont de plus en plus prépondérants dans les indices et c'est eux qui expliquent globalement 80% de la performance de l'année, mais aussi du mois de juin. Donc on a un mois de juin qui est complètement conforme. Et puis de l'autre côté, l'Europe qui a une difficulté qui a été par les élections, et on peut y revenir, mais effectivement, c'est un peu la déception des élections qui fait que l'Europe recule. Je voudrais qu'on revienne, Nadine, si vous le voulez bien, sur les small caps. On en avait parlé le mois dernier, on disait que ça allait un peu mieux. Là, ça va pas mieux. C'est quoi? C'est un effet liquidité? C'est un effet politique? C'est un effet économique? Je pense qu'il y a une double conjonction. Premièrement, effectivement, politique. Ça ne nous a pas échappé que l'Assemblée nationale était dissoute et qu'on se présente en France, qu'on se prépare à des élections un petit peu compliquées. On est entre les deux tours et nul ne sait si on aura un gouvernement qui sera capable de prendre des décisions à partir de la semaine prochaine. Ça affecte effectivement le tissu, on va dire, le tissu économique européen et particulièrement français. Et donc les small caps, dans les indices small cap européens, il y a quand même un certain nombre d'entreprises françaises. Il y a un second effet aussi non négligeable, c'est qu'effectivement la BCE a baissé les taux. On en parlera peut-être quand on parlera des taux au mois de juin, mais on n'a pas l'impression qu'on rentre dans une espèce de cycle d'assouplissement plus important. Et cela, malgré tout, c'est un peu en train de faire un peu mal à tout ce biais small cap où on s'attendait, rappelez-vous, à ce que le coût de l'argent baisse significativement et on n'est plus vraiment dans ce scénario-là. Et c'est ça qui fait peut-être que les small cap ont perdu un peu de leur attractivité sur le mois de juin. On regarde justement tout de suite le tableau des taux d'intérêt. On constate effectivement que la Fed n'a pas bougé, mais que la BCE a baissé de 25 points de base. Moi, je voudrais regarder avec vous, m'intéresser aux 2,50 du Bund allemand. On voit que les taux allemands ont plus baissé les taux longs que les taux américains. C'est quoi? C'est grâce à la France? C'est du flight to quality ou c'est un mouvement autre? Oui, vous avez raison. Je veux dire, quelque part, l'écartement du spread, de l'écart de taux entre la France et l'Allemagne a été à la fois bénéficié à l'Allemagne, c'est-à-dire que ce phénomène, comme vous le disiez très justement, de flight to quality, on va chercher la qualité au détriment peut-être de la dette française. Et c'est ça qui a fait que les taux ont légèrement baissé en Europe. Mais regardez, le 10 ans allemand, on a perdu quoi? 15 BP, c'est quand même un phénomène qui est relativement faible. Est-ce qu'il faut s'attendre, vous évoquiez il y a de cela quelques instants sur les small caps, les éventuelles déceptions sur des baisses de taux à venir de la part des banques centrales, est-ce qu'il faut s'attendre à une baisse des taux longs? Non, c'est vraiment le sujet que je porte depuis quelques semaines. Je veux dire, tout le monde assimile un petit peu les taux comme un ensemble homogène. Je pense qu'il est très hétérogène avec des taux longs qui sont inversés par rapport à la partie courte de la courbe. Donc on a globalement, schématiquement, un taux court à 3,75 et des taux longs qui sont à 2,50 quand on regarde l'Allemagne. Je pense que la courbe va, au fur et à mesure que la BCE va baisser ses taux, va se rétablir peut-être dans une position plus normale, c'est-à-dire ascendante. Et ça va un petit peu gêner les taux longs. Je vois pas forcément de potentiel de baisse sur les taux longs. On a quand même toujours de l'inflation toujours importante, toujours autour de 2,50, 2,60, une croissance qui est, on va dire, autour de 0,50, donc des taux longs à 2,50, je trouve qu'il n'y a rien d'anormal là-dessus. Ok, je voudrais maintenant qu'on passe à l'allocation d'actifs. L'allocation d'actifs qui progresse sur le mois de 1,1%, c'est exactement comme le mois dernier. D'ailleurs, la hausse, la performance s'est faite sur les 2 derniers mois. Quels sont les contributeurs à la performance en ce mois de juin ?
Si je vous parle de la technologie, je pense que vous ne serez pas surpris. On avait switché depuis 2 mois sur un fonds pur techno qui effectivement a fait 10% sur le mois de juin, donc qui a contribué à plus de la moitié ou à peu près à la moitié de la performance de notre profil. On avait aussi de l'émergent qui a pas trop mal marché. Et puis le détracteur, c'est comme je vous le disais, légèrement les small caps. Donc voilà, donc on est en train de se poser des questions pour le prochain semestre, de savoir quels sont les mouvements à faire. Alors justement, les mouvements à faire, vous allez faire plaisir à quelques investisseurs et à quelques conseillers qui aiment bien que ça bouge et qui ne veulent pas se limiter à faire du suivi. Ça va bouger pas mal. Qu'est-ce qui sort de l'allocation d'actifs? Quels sont les fonds ou les classes d'actifs qui vont disparaître désormais? Alors, vous l'avez compris dans mon discours précédent, effectivement, les small caps, je pense que c'est un peu trop prématuré d'attendre un rebond important. Donc, on s'y était mis tactiquement, on a eu un petit rebond, donc on l'a pris, on est content de l'avoir pris. Mais maintenant, je pense que les prochains mois, et notamment avec toutes les incertitudes sur la France, c'est pas forcément une période favorable pour les small caps, donc on sort les small caps. Quoi d'autre? Le second segment qu'on sort et qui est quand même relativement majeur, parce que c'est une position qu'on a depuis relativement pas mal de mois et on se posait la question de savoir s'il fallait la garder ou pas, c'est l'immobilier. Et je pense que l'immobilier, on est un peu pris par la même problématique que les small caps, c'est-à-dire qu'on sait qu'à un moment ça va rebondir, mais je suis pas forcément sûr que le timing soit le plus, on va dire, intéressant maintenant et que peut-être que c'est un dossier qu'on réouvrira en 2025. Or, toujours pareil, dans l'allocation, quand vous voulez faire rentrer des classes d'actifs, il faut bien faire des arbitrages sortants. Et donc, comme on avait peut-être quelque chose de plus attractif à notre sens que l'immobilier, c'est pour la raison pour laquelle on supprime tout l'immobilier. Donc, on bouge pratiquement 15% du portefeuille à partir de ce début du mois de juillet. Ok, 5% sur les small caps en moins, 10% en moins sur l'immobilier. On rentre quoi? Que mettons à la place des small caps? Alors, les small caps, on cherche toujours pareil, l'internationalisation de nos positions, on sort de l'Europe. Donc, on est allé chercher un fonds qui est plutôt un fonds mixte, diversifié, c'est-à-dire qu'on réduit potentiellement un tout petit peu la position action, puisque c'est pas un fonds pur action, donc on switche pas 100% action contre 100% d'action d'une autre zone géographique. Le fonds, c'est Ercovalor, qui effectivement est un mix entre des actions et des obligations. Il a une vision internationale qui nous intéresse, un peu moins d'exposition sur les marchés actions, pour, on va dire, accompagner cet été qui peut être un peu plus difficile. Ok, que mettons à la place des 10% que l'on avait sur l'immobilier, qui avait quand même une caractéristique, c'était d'être plutôt stable officiellement. Alors certes, on a vu la crise, mais à la base, tout le monde pensait que l'immobilier était stable et d'offrir du rendement. Alors, on cherche justement, c'est exactement la même thématique que l'on va rechercher, c'est-à-dire qu'on cherche du rendement, on abandonne un petit peu de liquidité pour un excès de rendement, et pour moi, le mieux placé actuellement, c'est la dette privée. Donc, ce sont des solutions qui sont un peu similaires à ce qu'on appelle le private equity, c'est-à-dire ce sont des obligations qui sont émises par des sociétés non cotées, dans des fonds qui jusqu'à maintenant n'étaient pas du tout accessibles dans l'assurance vie. On apporte une solution actuellement qui nous paraît très attractive, qui est gérée par une société très spécialiste de cela qui s'appelle Capza, et effectivement qui va nous proposer un produit qui a un rendement de, allez, on va dire entre 3 et 4% en brut de frais au-dessus de l'Euribor. L'Euribor, c'est 3,75. Donc, vous voyez, on a un rendement, quand même un potentiel de rendement qui est supérieur à 7%. Dans cet environnement-là, c'est ce qu'on recherche. Du rendement avec une valorisation qui soit relativement stable. Donc, cette résilience de la performance, on va la retrouver là. Et avec un rendement qui est quand même supérieur à celui qu'on peut escompter sur l'immobilier tout au long dans les prochains mois. Question Nadine, est-ce qu'en faisant ce choix, on se bloque pour les années à venir, puisque c'est du non-coté, ou est-ce que si demain on trouve de meilleures opportunités, on pourra arbitrer? Non, la beauté de ce produit-là, c'est que, comme un petit peu la solution de private equity qu'on avait apportée, c'est qu'on a une liquidité qui est bimensuelle. Donc, on peut très bien imaginer que, comme vous le disiez très justement, si on trouve une autre opportunité avec un peu plus de rendement ou un peu plus d'intérêt, on n'hésitera pas à le switcher. On n'est pas là pour... Alors, bien sûr, ce sont des rendements qui sont à regarder sur des périodes de 4-5 ans. Je ne veux pas vous dire qu'on est là que pour 6 mois. Mais fondamentalement, on a la possibilité d'en sortir si on pense qu'on trouve des opportunités plus importantes dans les prochains mois. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Nadine. On vous retrouve au mois de septembre en plateau. Tout de suite, une femme dans l'actu.